Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui dans le podcast, j'accueille Aurélien Broussal-Derval qui est préparateur physique. Et dans cet épisode, on a notamment parlé de préparation physique, de planification d'entraînement, de suivi d'athlètes et de nouvelles technologies en préparation physique. Je vous invite à écouter le podcast jusqu'au bout, il y a eu plein d'informations super intéressantes et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour savoir si le podcast vous plaît tout simplement. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Je vous laisse écouter cet épisode et je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Broussal-Derval. Bonjour Aurélien. Eh ben, salut Johan. Merci d'avoir accepté l'invitation. Eh ben, c'est un grand plaisir, merci de m'inviter. Ouais, donc Aurélien, toi, ça fait un moment que je te connais parce que j'ai un de tes livres que tu as écrit avec Olivier Bollier. Puis je suis beaucoup tout le contenu que tu proposes, notamment les podcasts aussi que j'ai écouté beaucoup. Donc voilà, je pourrais mettre les liens pour ceux qui ne connaissent pas. Génial. Alors maintenant, tu viens me faire de la concurrence en plus. Super. On commence Ouais. comme ça et après, tu vas me prendre mes athlètes, c'est ça? Non, Ah, c'est super. complémentaire. Très belle initiative. C'est super. Plus il y en a et mieux c'est. Et je soutiens ça avec grand plaisir. Et Ouais, vraiment, je te remercie de m'inviter et je suis content de venir partager avec toi sur cette antenne que je découvre aussi. ouais. Bon, on va partir sur un petit moment d'échange, ça va être sympathique. Et pour le démarrer, bah, je vais te laisser te présenter et parler un peu de ton parcours et comment tu as été amené à être le préparateur physique que tu es aujourd'hui. Alors la prépa physique, il faut savoir que ça n'a pas toujours existé comme toi tu la connais ou certains de nos auditeurs peuvent la connaître. La prépa physique pendant des années, c'était embryonnaire, ça démarrait. Et moi, je suis arrivé un peu dans ces années-là en fait. Je suis la première vague de professionnels formés réellement à la prépa physique. C'est-à-dire qu'avant moi, c'était des gens qui étaient reconvertis, qui venaient de l'entraînement, souvent de l'entraînement en athlétisme et qui répondait à une demande naissante qui, évidemment, était très inspirée par ce qui se passait outre-Atlantique. Hein. Les Américains avaient un petit peu d'avance là-dessus, mais pas tant que ça. Hein. C'était finalement, tout est né à peu près en même temps. Je dirais que les Américains avaient entre 7 et 8 ans d'avance sur nous, pas plus. Hein. Et donc, ça faisait écho à l'époque cette hyper spécialisation de l'encadrement du sportif. On disait, bah, ça y est, on sort de la phase de l'entraîneur omniscient, omnipotent, qui faisait la prépa mentale, la prépa physique, la nutrition et évidemment le technico-tactique, pour toujours aller un petit peu plus vers l'excellence et vers le très haut niveau. Et donc, se sont mises en place à cette période-là des premières formations de préparateurs physiques, beaucoup évidemment en université. Et moi, je suis arrivé sur le marché à ce moment-là, c'est-à-dire que je revois encore le jour où un collègue de promotion m'a expliqué ce qu'était la prépa physique. J'en avais jamais entendu parler. Effectivement, il y avait 3 ou 4 postes en France à l'époque et pas plus, quoi. C'était vraiment le début. Donc, je me suis formé où? Je me suis formé dans les universités. Moi, j'ai fait deux masters. J'en ai fait un à Lyon, un à Montpellier. J'ai évidemment passé mes brevets d'État. Par la suite, j'ai aussi passé un brevet professionnel. J'engage tout le monde à ne pas choisir de camp entre les formations très terrain et les formations très théoriques. Il faut évidemment les deux sur ces métiers qui sont des métiers de validation scientifique appliqués au terrain. Donc, il faut évidemment les deux casquettes. Tu connais sans doute mon leitmotiv, mon motto qui est le coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Tu sais ça. Oui. Mais j'en pense pas moins de ceux qui ne lisent pas. Euh, Même si aujourd'hui, il fallait je pense, mener un petit peu une bataille d'opinion sur le sujet parce qu'on avait beaucoup de coachs un peu opportunistes qui
s'étaient autoproclamés suite à des lectures et qui n'avaient jamais fait un squat de leur life. Donc ça, évidemment, c'est pas possible. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Un préparateur physique qui a jamais lu une étude scientifique en anglais, enfin même 1000 études scientifiques en anglais d'ailleurs, pour moi, il n'est pas à la page, il n'est pas à jour, il reproduit simplement bêtement ce qu'on lui a appris. Et il faut les deux dimensions pour être pertinent. Donc, ce profil, voilà, de formation initiale un petit peu complet. Et puis ensuite, en termes de pratique personnelle, moi, je viens plutôt des sports de combat. J'ai fait beaucoup de jiu-jitsu brésilien, du judo. J'ai fait des compétitions dans les deux, évidemment, parce que c'est pareil. Si on prépare les gens à de la compétition, c'est difficile de pas en avoir fait soi-même. Alors, je pense pas qu'on doive prétendre avoir fait les Jeux Olympiques pour entraîner quelqu'un qui a fait les Jeux Olympiques. Faut peut-être pas exagérer non plus. Mais je pense néanmoins que c'est important d'avoir connu l'adrénaline d'une salle d'échauffement, d'une salle d'appel, d'avoir connu tout simplement la défaite, la victoire, pour pouvoir derrière en parler un petit peu. Donc s'exposer à de la compète, quel que soit le niveau, ça me paraît être un minimum. Je fais beaucoup de sports de glisse aussi. J'en fais toujours beaucoup. Je pratique beaucoup le roller en vitesse, en endurance, en street hockey. Beaucoup le skate aussi. Je fais les 24 heures du Mans en roller, par exemple, tu vois, en termes de compétition, plus d'endurance par rapport au sport de combat, histoire de compléter un petit peu mes connaissances sur les différents efforts et différentes émotions que ça implique. Et puis voilà, après le professorat de sport qui m'a permis d'intégrer différentes fédérations, d'être prêté notamment aux Britanniques, aux Russes, travailler pour le volleyball français, travailler pour l'haltérophilie française, où j'ai travaillé sur plusieurs postes. J'ai été dans un premier temps évidemment préparateur physique, référent de la recherche aussi au sein de la Fédé. Et puis sur les dernières années, j'étais directeur des formations. J'ai quitté le ministère récemment pour rejoindre Kinvent avec une société qui produit des outils de mesure pour les préparateurs physiques et les kinés, avec donc un versant toujours plus éducationnel, toujours plus orienté sur le partage, la transmission. Maintenant, je suis dans une deuxième partie de carrière. Même si je reste un pied dans la performance, c'est important et je continue de suivre certains athlètes. Et notamment, j'accompagne Walid Kar sur sa course aux Jeux de Paris. Ok. Ça fait un parcours très riche, avec pas mal d'expérience, je pense, parce que, comme tu as dit, la préparation physique, c'est assez nouveau quand même. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui ont acquis de l'expérience. Et Oui, le temps passe aussi. J'ai 41 ans, donc ça fait un petit moment que je suis dans le métier. J'ai pu tourner dans différents pays, rencontrer différentes personnes. C'est sûr que, encore une fois, c'est un métier jeune, donc des gens qui ont 20 ans d'expérience dans le métier, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Dans 10 ans, il y en aura plus, dans 20 ans, il y en aura beaucoup plus. ouais. Donc maintenant, tu travailles donc toujours en préparateur physique, formateur aussi, tu formes des gens. Quelles sont tes tâches principales dans ton métier? Ouais, j'ai toujours formé beaucoup hein, depuis que j'ai commencé ma propre formation personnelle. J'ai cherché à vulgariser, transmettre, formaliser un petit peu ce que j'apprenais dans mes lectures, dans mes formations, dans mes séminaires sur le terrain. Donc c'est ce qui m'a amené à écrire beaucoup. J'ai écrit très jeune, j'écrivais quand j'étais ton âge, j'écrivais dans un magazine qui n'existe plus, qui s'appelait Le Monde du Muscle. Vraiment une référence sur le culturisme, la force athlétique en général, les poids et haltères en général. Mais aussi dans Muscle Fitness, dans Fit Pro, enfin, tout un tas de magazines britanniques et nord-américains. Et puis peu à peu, j'ai blogué aussi. Je commençais à écrire différents articles. J'écris aussi beaucoup dans l'esprit du judo, dans Athlétisme Magazine, dans Running Mag. Donc, beaucoup de vulgarisation qui m'ont amené très vite à compiler un certain nombre de mes productions dans différents ouvrages, notamment en 2008 ou 2009, la préparation physique moderne que j'ai coécrit avec Olivier Bollier, qui commence à dater un petit peu maintenant, qu'il n'y a plus de moderne que le nom. Le temps passe et il faudrait que je le mette à jour, mais je pense que je le ferai jamais maintenant puisque je pars sur d'autres thématiques.
Donc, j'ai écrit 11 livres sur la dernière décennie. Le plus connu étant L'Art du mouvement, et les deux plus connus, L'Art du mouvement et L'Art du 8, qui ont été traduits dans le monde entier. Et ça, c'est une activité de formation à part entière pour moi. Une deuxième activité de formation, c'est vraiment celle de formateur qu'on entend au sens strict. J'essaye d'aller un petit peu dans les universités. J'y vais pas beaucoup parce que c'est toujours compliqué d'intervenir dans les facs. Il y a beaucoup de dossiers à remplir en amont. Ça prend énormément de temps. Je sais ce qu'on dit, en enfer, les Français administrent. Et du coup, je vais dans les facs où on me facilite un petit peu la tâche. Donc, je vais surtout à Saint-Étienne avec Jean-Benoît Morin et à Nantes avec mon copain Lilian Lacourpaille. Donc, les autres facs, j'y vais plus parce que c'est trop lourd de temps d'engagement hors formation. Et évidemment, j'ai mon organisme de formation que tu connais sans doute, ABD Formation Conseil, Oui. qui propose de la formation initiale avec un CQP instructeur fitness de personal trainer. On a une promo qui démarre en septembre. Et de la formation continue surtout, avec des modules de formation récurrents, thématiques. Un bloc de formation sur la planification de l'entraînement, un bloc de formation sur la puissance, la force. En fonction des compétences dont les gens ont besoin, ils viennent se former là-dessus, qu'ils soient coach ou kiné, en formation initiale, encore une fois, ou en formation continue. Ok, ça marche. Et tout à l'heure, tu parlais de l'importance des études scientifiques. Comment tu arrives à allier ce qu'on retrouve dans la science et la pratique du terrain? Alors, le premier point, c'est la veille. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très important de faire la veille. Et la veille, c'est pas que de la science. La veille, c'est aussi de la pratique. Donc, il faut identifier, aujourd'hui, c'est fantastique. Moi, quand j'avais ton âge, j'avais même pas Facebook, imagine. YouTube démarrait. Donc, il faut identifier les comptes ressources qui vont vous permettre de gagner du temps, de voir les dernières tendances. Souvent, les tendances aujourd'hui, elles sont aux États-Unis, les dernières tendances, donc ça, c'est facile. On sait exactement où aller. En termes de pratique. En termes de science, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des revues de base qu'il faut suivre, qui ont des comptes souvent sur les réseaux sociaux. Alors, sur la science, c'est plutôt sur Twitter, il faut dire X maintenant. Mais c'est pas tout à fait les mêmes créneaux. Et suivez les gens comme moi, regardez ce qu'ils suivent, et vous tirez la pelote de laine. Et là, vous allez vous construire votre propre réseau d'influence en fonction de votre sensibilité, de ce en quoi vous croyez. Et vous allez trouver tout un tas d'exercices et de nouvelles publications. Il y a des rassemblements annuels aussi. Il y a des choses qu'il ne faut pas louper. Je vois 2 conférences auxquelles il faut participer tous les ans. La première, c'est l'isokinétique. L'isokinétique, c'est une conférence organisée par la FIFA, qui est principalement en Europe. Aujourd'hui, elle est organisée qu'en Europe. Alors ça, c'est cher. Le ticket est à 700 € l'entrée, mais vous y allez une fois tous les 2 ans, par exemple. Et là, vous avez de la science et de la pratique. Enfin, il n'y a pas de pratique per se, c'est pas un stage pratique, mais par contre, c'est de la science appliquée au terrain. C'est de la science assez concrète. Et alors, il y a les deux. Il y a de la science un petit peu déconnectée, mais il y a aussi beaucoup de sciences pratiques, évidemment orientées sur le foot, mais le foot est un sport très complet, donc on arrive à apprendre plein de choses. Et vraiment, les meilleurs vont soutenir dans cette conférence. Puis le deuxième événement, c'est le CSS, le European College of Sport Science. Donc là, c'est du délire. Il y a 3500 personnes qui participent. Ça dure 3 jours, 4 jours. Cette année, c'est à Paris. L'an prochain, c'est à Glasgow. Et là, vous avez toutes les dernières avancées. Et il y a un hall qui est dédié à la science de l'entraînement, de la prépa physique, la science vraiment appliquée terrain, la science concrète. En général, vous ressortez de là, vous êtes assez à jour. Et encore une fois, vous identifiez qui suivre, qui sont les nouveaux moteurs de notre industrie et qui vont vous donner un temps d'avance sur la concurrence. Ok. Donc c'est vachement un gain de temps en fait finalement. On gagne du temps plutôt que de lire chaque étude parce que ça prend du temps aussi de lire une étude, l'analyser, tirer les points positifs, les points négatifs éventuellement. Et oui, surtout qu'il faut les lire. Il faut les lire, donc il faut choisir lesquels on lit. Ouais. Tu peux pas tout lire, évidemment, c'est pas possible.
Donc, il faut choisir les thématiques qui t'intéressent le plus. Dans ces thématiques qui sont ce qu'on appelle les KOL, les Key Opinion Leaders, qui vont te permettre vraiment de gagner du temps. Ils vont te dire, bah, moi, mon métier, c'est de tout lire dans mon secteur. Bah, voilà ce que je te conseille de regarder. Et donc, moi, j'ai ça, mais plus que des Key Opinion Leaders, moi, j'ai carrément des coachs en toute chose. Et encore aujourd'hui, j'ai un coach en respiration, j'ai un coach en profil force vitesse, ça c'est Jean-Benoît Morin, et j'en ai deux même, Pierre Samosino. J'ai un coach en kettlebell, ça c'est Alexei Sénard, un Russe qui vit en France, issu de la méthode Strong First, hyper technique. J'ai un coach en mass trainer, c'est Didier Zoya, le champion du monde là-dessus. Et j'ai un coach, alors des coachs en haltéro, évidemment, vu que j'ai passé le plus clair de mon existence de professionnel jeunesse et sport à l'haltéro, là j'en ai plein, mais du coup j'ai tout un tas de référents comme ça qui me permettent de me mettre à jour régulièrement, d'aller chercher de l'expertise là où j'en ai besoin, parce qu'il ne faut pas oublier que le préparateur physique est un généraliste. Ça reste un premier niveau d'intervention, même si dans le staff technique, il est spécialiste du physique. Donc, quelque part, il a cette étiquette de chirurgien ou d'anesthésiste dans le médical par rapport au médecin généraliste. Il n'en reste pas moins qu'il intervient sur tellement de secteurs que c'est un généraliste. Et que dans les préparateurs physiques, on a des gens encore plus spécialisés que lui. Et donc, évidemment, il y a des préparateurs physiques qui sont ultra techniques sur l'haltéro parce que c'est leur sport de prédilection à la base. Il y a des préparateurs physiques qui sont hyper branchés sur l'énergétique et qui peuvent aller très très loin sur les différents seuils ventilatoires, par exemple, hyper précis sur ça. Et du coup, il ne faut pas hésiter en tant que préparateur physique à aller chercher des compétences partout. En général, on n'a pas besoin d'être aussi pointu pour faire avancer même les athlètes de très haut niveau. Mais quand on est bloqué sur un défi très spécifique, eh bien, il faut savoir aller chercher la petite compétence en plus qui va débloquer la situation et surtout pas fonctionner en chapelle, comme beaucoup de préparateurs physiques font, en laissant pas la compétence rentrer dans leur staff. Au contraire, si on ouvre à de l'hyperspécialisation, on devient encore plus compétent soi-même, encore plus respecté par ses pairs et par ses athlètes. Ok, très intéressant. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des. C'est comme toi sur Jean-Benoît Morin, il est spécialisé dans le profil fort vitesse. C'est ce genre de spécialisation en fait qu'il faut aller chercher avec des gens qui sont. C'est vraiment leur domaine, quoi. Exactement. Pour vous former, et là je parle un peu à tout le monde, pour vous former vraiment à un moment donné aux paramètres de puissance, vous voulez bien l'évaluer, bien l'entraîner. Bon, aujourd'hui, qui fait référence dans le monde là-dedans? C'est Pierre et Jean-Benoît. Voilà. Alors ça, en plus, c'est facile, ils sont français. Cocorico. C'est pas tout le temps le cas, évidemment. Donc, on identifie par secteur les gens qui vont nous faire progresser comme ça, et puis surtout les gens vers qui se tourner pour aller chercher de l'hyper-compétence quand on en aura besoin. Exemple, vous maîtrisez parfaitement les profils force-vitesse désormais, parce que vous êtes formé avec moi, vous avez approfondi avec Jean-Benoît, et vous savez comment orienter votre entraînement sur de l'ultra-vitesse ou de l'hyperforce. Bon, très bien. Et vous êtes confronté à une problématique très claire qui est celle de l'endurance de puissance et de la relance de puissance chez vos triathlètes. Et donc là, on sort encore un petit peu, on va encore un pas plus loin dans l'expertise là-dessus. Vous êtes au bout de votre magie, il faut continuer à vous former. En plus de ça, il faut des réponses immédiates. Bon, bah là, vous faites peut-être rentrer un expert qui va venir régler ce problème-là et repartir. Le principe du consulting, ça existe dans tous les métiers, pas de problème. Mais c'est vrai que je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Parce qu'en général, on a un préparateur physique dans un club ou voilà. Et c'est rare qu'on entende ouais, j'ai fait appel à un spécialiste, il m'a aidé là-dessus. Oui, on est encore dans la phase un peu gourou magicien où le préparateur physique est censé pouvoir répondre à n'importe quelle question, savoir adresser tous les problèmes de manière hyper qualitative. Évidemment, c'est un leurre. C'est un miroir aux alouettes. C'est pas possible. Donc il faut humblement se dire qu'on est capable d'aller chercher de l'information ailleurs, comme tout bon chef de projet. Et
Le préparateur physique est bel et bien un maître d'œuvre dans un projet très large. Il faut qu'il ait l'humilité de dire pas de problème, je vais aller chercher ce qui me manque, l'espace du temps dont j'ai besoin. Et pour moi, c'est plutôt une preuve de compétence que l'inverse. Mais on est encore dans une phase, effectivement, d'ultra protection par rapport à ça. On ferme, on est le détenteur, on est le sachant de l'équipe. Et le fait d'aller chercher de la compétence, par exemple, en haltéro pour faire progresser quelqu'un sur vraiment un temps du mouvement très spécifique, le temps de passage, par exemple, ou le deuxième tirage, eh ben, c'est perçu comme on a peur que ce soit perçu comme de l'incompétence. C'est très personnel. Personne pense comme ça, évidemment. C'est absurde. Ouais, exactement. J'aimerais parler un peu de planification, et parler notamment de l'agencement des différentes, charges d'entraînement, donc, force, endurance, explosivité, tout ça. On entend souvent qu'il y a 2 manières de fonctionner. La première, de commencer par de la quantité, donc tout ce qui va être aérobie, d'aller vers de la qualité, tout ce qui va être anaérobie et inversement, aller de la qualité vers de la quantité, voire quantité de qualité, on entend des fois. Quel est ton avis, quel est ton point de vue sur ces 2 stratégies? Est-ce qu'il y en aurait d'autres qu'on pourrait mettre en place, notamment travailler les 2 ensemble sur, une même séance ou sur une même période? Alors, bon, je vais commencer par vous recommander de lire le livre de Tudor Bompa, qui est un incontournable. Ça s'appelle La planification, tout simplement. Qui est vraiment la référence depuis plus de 30 ans, qui est mise à jour régulièrement, qui est un livre très, très structuré, très structurant. Ensuite, de suivre éventuellement ma formation sur la planification, qui dure 3 heures, 3 heures et demie à peu près, divisée en différentes capsules sur la planif, la programmation, la périodisation en bloc, donc qui va vous permettre aussi d'y voir un peu plus clair. Et une fois que vous avez tout ça, déjà, vous êtes un petit peu mieux armé pour organiser les choses. Moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas 2 façons de faire déjà. C'est 2 approches très simplistes, hein. C'est un petit peu comme résumer le monde en blanc et noir. Et l'entraînement est tout sauf ça. L'entraînement, c'est évidemment des nuances de gris, des nuances de couleur. Donc, c'est beaucoup plus riche que ça. Après, pour bien expliquer les choses aux gens qui débutent, effectivement, c'est intéressant de leur expliquer qu'il y a d'abord un prérequis de construction de base et ensuite une spécialisation. Qu'il y a d'abord des apprentissages, parce qu'il n'y a pas que l'apprentissage technique dans la planification. Même si à très haut niveau, il y a de l'apprentissage technique aussi. Hein. On n'arrête jamais d'apprendre et de se perfectionner. Mais sur le plan physique, c'est pareil. On va apprendre ce que c'est que la force max. Et avant d'apprendre ce que c'est que la force max, il y a une phase d'adaptation qui va nous permettre de connaître la force max. C'est-à-dire que si on n'a pas adapté suffisamment notre technique, épaissi suffisamment nos fibres et adapté suffisamment notre commande nerveuse, hein, c'est les 3 piliers prérequis à la force absolue, eh ben on n'est juste pas invité à la force absolue. On sera peut-être au max de sa force à soi, mais c'est toujours pas de la vraie force. On n'est toujours pas dans du recrutement totalitaire du muscle, on n'est toujours pas dans des charges excentriques hyper intenses, on n'est toujours pas dans du surrecrutement, dans ce que j'appelle de l'hyperforce. Donc en réalité, on n'est pas invité. Donc il y a de toute façon des phases préalables qui sont nécessaires. Donc dire qu'on va pouvoir faire systématiquement de la quantité de qualité, bah, c'est un leurre, parce que si je commence par faire de l'intensité et que je ne fais pas mes prérequis, j'irai jamais. C'est vrai aussi sur l'endurance, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré la quantité de qualité vient de ces années-là. Hein. La quantité de qualité vient du fait qu'à un moment donné, on a dit stop, le foncier sert à rien. Le foncier sert à rien. Il faut d'abord faire de l'intervalle training et de l'intermittent à haute intensité parce que, un, c'est là qu'on a le plus d'adaptation. Deux, c'est ce qui est le plus spécifique. Et sur ça, je vais construire un volume d'ultra intensité. Sauf que ça repose sur une erreur fondamentale, c'est que les adaptations centrales en aérobie principalement, elles passent par du travail à intensité très modérée. Donc, si tu veux faire de la mitochondrie à un moment donné, et c'est le moteur de ton travail à haute intensité aussi, il va falloir passer par ça. Si tu veux épaissir le volume
l'épaisseur de ton myocarde, et notamment de ton ventricule gauche, il va falloir passer par ça. Si tu veux augmenter donc ton volume d'éjection systolique, il va falloir passer par ça. Si tu veux augmenter ton volume plasmatique, il va falloir passer par ça. Bref, toutes ces adaptations centrales-là, tu ne les auras pas à haute intensité. Par contre, je rejoins les théoriciens de l'époque, si on veut augmenter notre performance absolue en aérobiose, il faut passer le maximum de temps possible dans les zones les plus proches possibles du VO2 max. Bon, bah ça, c'est l'intervalle training. Ça, c'est clair. Donc, il faut pas lâcher la proie pour l'ombre, il faut les deux. Et en fait, on va avoir une sinusoïde dans la planification qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et donc, je ne vais pas systématiquement commencer par du foncier si j'en ai pas besoin. Et je ne vais pas systématiquement commencer par de la qualité puisqu'il va me manquer des éléments. Typiquement, ça dépend donc du sport, puisque il y a des sports pour lesquels le foncier fait partie intégrante de la pratique. Il y a beaucoup de sports de combat comme ça. Tu vois, le jiu-jitsu brésilien ou le MMA, par exemple, il y a tellement cette culture de rouler au sol et de combattre comme ça pendant des heures et des heures que le travail foncier et la mitochondrie H24, ils l'ont fait. Tu vois. Eux, il faut qu'ils attaquent tout de suite par de la qualité. On appelle la qualité, c'est souvent résumé à de l'intensité en réalité. Et ensuite faire du volume d'intensité. Évidemment, dans les sports d'ultra-endurance, on se demande bien pourquoi on se mettrait à faire du foncier à un moment donné. Mais qui roule 40 bonnes par jour en vélo, ou les triathlètes qui font 3 séances jour, évidemment que toutes les cases sont cochées. De toute façon, c'est très simple de savoir si les cases sont cochées ou pas. Si à un moment donné, on ne progresse plus, on stagne, plus de 3 semaines d'affilée, c'est-à-dire qu'il faut rebasculer dans l'autre mode. Deux modes d'entraînement en réalité. Un mode intensif et un mode extensif. Et en fonction de tes progrès, tu bascules de l'un à l'autre. Tant que tu progresses, j'ai envie de dire, tu ne te trompes pas, tout va bien. Donc voilà, ça dépend un peu du sport. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ce qu'on présente régulièrement comme modèle. La quantité de qualité a vécu, le tout foncier puis l'intensité a vécu. À un moment donné, il faut un peu des deux, et donc en fonction des qualités physiques, on va arbitrer au fil de la préparation. Faut vachement adapter et c'est vachement en fait contexte dépendant. Ouais. Et c'est comme je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, parce que moi, j'ai été formé comme ça avec, il y a de la PPG, il y a de la PPS, mais maintenant dans le sport notamment de haut niveau, il faut être en forme toute l'année, donc on n'a pas forcément le temps pour faire, une phase de PPG, une phase de PPS, et même je pense que les sportifs de haut niveau, ils vont essayer de caler en fonction du temps qu'ils ont, de mettre des exercices, pour combler leurs points faibles, et ça peut être des exercices pas forcément spécifiques, quoi. Donc, je sais pas comment tu vois la chose, toi, s'il y a vraiment des périodes de PPG, de PPS, ou si. Alors, un des grands auteurs qui a vraiment structuré la prépa physique comme ça en PPG, PPS, PPG, PPA, prépa physique auxiliaire, prépa physique spécifique, c'était Michel Pradet. C'était dans les années 90, c'était une période où on était très influencé par la prépa physique athlétique. Et l'entraînement en athlétisme, bah, effectivement, à l'époque, c'était de la double périodisation avec un moment de forme hivernale et puis un moment de forme estivale, en général, championnat d'Europe, championnat du monde. C'était un monde différent d'aujourd'hui où on est plutôt dominé par les sports collectifs et où il faut être en forme tous les week-ends, où tout le monde fait tous les matchs, où on a presque la notion de nanocycle qui vient rentrer en ligne de compte. Et puis, c'était une période où la prépa physique était moins riche, moins maîtrisée, moins mûre. On dit toujours la même chose. En gros, on dit il y a des fondamentaux et une certaine forme de volume à accomplir avant de rentrer dans de la haute intensité. Et on vient au fil de la saison. Ça, on dit toujours la même chose. Le fait que ce soit rétréci ne change rien au principe. Tu avais des cycles de 6 mois, bon, maintenant tu as des cycles de 6 semaines. Mais c'est toujours la même chose. Volume, intensité, volume, intensité, volume, intensité qui évolue de manière un peu opposée. Sauf que derrière, ce qui gêne plus
la méthodologie de l'entraînement, c'est que derrière la PPG, PPA, PPS, il y avait aussi des contenus. Il n'y avait pas que des dynamiques de charge. Il y avait aussi une logique de mettre tout le monde dans le même sac. Les lutteurs, les footeurs, les volleyeurs, les athlètes faisaient tous le même cycle de PPG. Donc, en gros, c'était de l'endurance fondamentale en course à pied, de l'endurance de force en poids et haltères, des séries longues en veux-tu, en voilà, et du travail très généraliste. C'était un peu ça qui se cachait derrière le concept de PPG. Et c'est en ça que des auteurs, dont moi, avons été très opposés à ça. J'ai dit à qui voulait l'entendre que la PPG avait aucun sens, c'était une perte de temps totale. Un des maîtres révolutionnaires là-dessus, c'était Fred Aubert, qui disait la prépa physique est spécifique ou n'est pas, sinon elle est perte de temps. Et dans le spécifique, on pouvait très bien mettre du volume. Tu vois, il n'y avait pas de problème pour ça. Et du coup, on plaidait plus pour distinguer des notions de préparation physique dissociées, associées ou intégrées. C'est plutôt ça qui nous paraissait pertinent, tout en disant, finalement, la prépa physique généralisée n'existe pas. Il n'existe que la prépa physique spécifique. Aujourd'hui, j'en reviens. Je suis plus tout à fait d'accord avec moi-même parce que il y a quand même une phase d'apprentissage global moteur, d'hyperspécialisation tardive. Plus ça va, plus on a des preuves scientifiques qu'il ne faut pas se spécialiser trop vite dans la vie et que finalement les meilleurs performeurs mondiaux ont pris le temps d'une phase de préparation physique généralisée. Et dedans, je mets deux choses. Je mets de l'apprentissage moteur varié par des sports variés et des expositions variées à la compétition et à l'apprentissage moteur. Et deux, du mouvement, de l'apprentissage du mouvement. Le mobility first du CrossFit, c'est ça la PPG. Parce qu'après, on est vraiment emmerdé. Si on a des gens qui sont sclérosés, qui ne bougent pas correctement, qui n'ont pas un potentiel moteur complet, qui sont incapables de se mettre accroupis et qui pour autant sont en passe d'être potentiellement médaillés mondial, on est coincé, on est limité dans un carcan moteur et on peut s'exprimer que là-dedans. C'est-à-dire que si on avait prévu de les faire progresser en détente sèche parce qu'on voulait leur faire de l'haltérophilie et qu'on ne peut pas parce qu'il y a 6 mois de travail pour leur faire plier la cheville et qu'en plus ils sont exposés à la blessure, là on a un vrai problème de performance à long terme. Donc la PPG, elle existe dans j'allais dire chez les jeunes, mais finalement dans toute la première partie de carrière de l'athlète et ensuite on va juste l'entraîner sur ces différents paramètres. Donc, c'est créer un potentiel, la PPG. Pour moi, ça existe et en plus, c'est hyper important. Mais du coup, à la limite, par rapport à cette logique, la PPG, il faudrait la faire le plus tôt possible. Enfin, Ouais. le plus tôt possible. Et dans la planification, c'est des mégacycles. C'est ton premier mégacycle, en fait, la PPG. Donc, si un mégacycle, c'est 4 ans, par exemple. Tu vois, tu raisonnes à la vie de l'athlète. Ouais. Il faut le faire parce que de plus en plus, on accompagne les athlètes sur toute leur vie, que ce soit de manière systémique ou individuelle. La plupart des coachs que je connais, moi le premier, tu vois, Norman Nato, ça fait 12 ans que je le suis. La plupart des judokas que j'ai, je les ai eus pendant toute leur carrière. Donc, même quand ils changent de club, ils continuent à travailler avec moi. Ouais. C'est vrai aussi dans les systèmes. On voit bien, l'équipe de France les équipes de France olympiques, les jeunes, ils sont là depuis le pôle. Donc, on peut raisonner, personne ne le fait, mais on doit raisonner en nanocycle, en mégacycle. C'est l'enjeu du long-term development, tu vois, le fameux LTDA. Et c'est ça qu'on ne met pas en place en France. Et donc là, tu as un méga cycle de PPG. Après, pour ce sur quoi tu m'interrogeais tout à l'heure, évidemment qu'à l'échelle de la saison, j'ai aucun cycle de PPG, ça n'existe pas. Et du coup, ça remet en cause les principes, la planification sur une saison. On a une partie de PPG, une partie de PPS, Il n'y une a pas le partie de temps, compétition. bien sûr. Il n'y a pas le temps. Et si tu as bien développé tes athlètes dans le temps qui précède cette planification, il n'y a pas de raison en plus. Et comment tu fais, toi, pour faire additionner la préparation physique aux entraînements dédiés au sport de l'athlète? Comment tu gères l'intensité des séances ou le temps des séances aussi? Je pense que le temps des séances est variable aussi. Il y a plusieurs intensités, ça dépend vraiment des qualités qu'on vise. Si tu es en course à pied, tu as des vitesses de course. En fait, globalement, l'intensité, pour moi,
c'est beaucoup la vitesse. En toute chose. En fait, quand tu t'entraînes des cyclistes ou des rameurs, bah, tu as des indicateurs soit de vitesse de déplacement, soit de puissance. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. En poids et haltères, c'est pareil. Tu vas utiliser un transducteur de puissance linéaire, puissance mètre, pour avoir un retour en centimètres secondes ou en watts sur chacune de tes répétitions. Tu vas utiliser des machines connectées comme j'ai là, ici, ce que vous voyez derrière moi, iGym, qui vont te donner un feedback instantané sur ta puissance. Tu vois, c'est ça qui va monitorer ton intensité. Si tu es dans un cycle de force maximale, bah, c'est ta charge maximale sur la barre, c'est ton pourcentage du 1 RM. C'est comme ça que tu monitores ton intensité. Mais tu vois, dans une même discipline, on va dire, les poids et haltères, dans une même discipline de prépa physique, la musculation, l'entraînement contre résistance, pour parler avec les termes du moment, ben, tu peux avoir plusieurs indicateurs d'intensité différents. Et puis ensuite, ton volume, bah là, ton volume, tu le monitores avec le nombre de reps, le nombre de séries, évidemment. Mais il y a un truc qui fait un peu le lien entre ces deux intensités-là, c'est le tempo. Ces deux intensités, ces deux indicateurs-là, c'est le tempo. C'est-à-dire que le tempo, pour moi, c'est autant du monitoring de volume. Plus le temps sous tension est long, plus on est dans le volume, qu'un repère d'intensité. Parce qu'évidemment, si tu mets un X à la place de ton temps concentrique, ça veut dire que tu propulses la barre le plus vite possible, et donc là, tu as intensité absolue. Voilà, donc plein d'outils qui te permettent de monitorer tout ça. Alors après, où est-ce que je les reporte? Moi, je travaille avec un logiciel. Il y a de plus en plus de gens qui font ça. Je travaille avec XFIT, qui est un logiciel canadien. Et les athlètes remplissent directement la charge réelle qu'ils ont accomplie. Et moi, en amont, bah, j'ai fait des préconisations d'intensité, de volume. Ok. Et pour conclure un peu cette partie sur la planification, comment tu vois un peu l'avenir de la prépa physique, dans le sens où dans le haut niveau, on va avoir peu de temps de développement puisqu'il faut être en forme toute l'année. Est-ce que tu vois la préparation physique comme, je sais pas, par exemple, on essaye dès qu'on a un moment, quelques semaines, on va développer ou alors prendre un risque et quand même mettre des phases de développement alors qu'il y a des compétitions, mais prendre un risque en accord avec l'athlète. Comment tu vois un peu quelle est ta vision là-dessus? Bon, ma première vision, c'est que le préparateur physique à très haut niveau a un rôle très modéré, beaucoup plus proche du récupérateur physique qu'autre chose. Mmh. Hein, quand on prend le football, le tennis, où ça joue tout le temps, bon, ben, pas de temps de faire de développement en fait. Il n'y a pas de temps pour faire du développement en saison. De temps en temps, tu as des coupures, tu arrives à faire un beau cycle de 3 semaines, tu as de la chance. Enfin, globalement, on n'est pas là-dessus. Donc, les grosses différences vont se faire sur la capacité à gérer la charge compétitive, donc à gérer la récupération. Quoi qu'il arrive, le préparateur physique entre dans la catégorie des gains marginaux. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui transforme un âne en cheval de course, la prépa physique. Ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui va éventuellement changer la couleur du métal à un moment donné. C'est quelque chose qui va nous faire passer un cap peut-être à un moment donné. Quelque chose qui va nous permettre d'éviter de nous blesser sur le long terme. Quelque chose qui va nous permettre de raccrocher des wagons si on était très technicien et qu'il nous manquait un petit peu la caisse. Mais ça reste des gains marginaux. Donc il ne faut pas y accorder plus d'importance que ça n'en a réellement. Souvent, on a tendance à surjouer le truc en tant que professionnel, en tant qu'athlète. Tout le monde surjoue le truc alors que quand on a travaillé suffisamment dans le haut niveau, on sait que la plupart des hauts performeurs, ils font très peu de prépa physique. Donc, quelque chose qui n'est pas un gain marginal en performance, c'est le talent, par exemple. Quelque chose qui n'a pas été un gain marginal, c'est la formation initiale du joueur. Ça, ce n'est pas des gains marginaux. Et c'est évidemment incomparable en termes de mesure avec la prépa physique. Si on devait classer, je mettrais la récupération loin devant.
Quand tu fais une sieste, tu cours plus vite le lendemain, c'est tout de suite, c'est le lendemain. Dans l'absolu, par l'entraînement, pour améliorer tes performances physiques, ça prend beaucoup plus de temps. La nutrition, c'est devant aussi. Tu vois, si tu fais un sport porté comme, comme le vélo, le pilotage auto ou l'escalade, tu perds 2 kilos de poids de corps sans baisser tes niveaux de puissance par la nutrition. Tes gains de performance, c'est immédiat. Pour perdre 2 kilos sur certains profils, c'est quelques semaines. Tu vois. Par contre, pour augmenter tes niveaux de force maximale, c'est plusieurs mois de manière stable et transférable en plus. Donc, voilà, il faut repositionner un petit peu la prépa physique avec humilité à son rôle de gain marginal, revoir à quel point dans la haute performance, finalement, on a peu de temps de le faire et que les meilleurs le font pas parce que souvent, ils y croient pas, ou ils n'ont pas eu besoin de ça, ou ils prennent pas le temps, ils n'ont pas le temps, ils aiment pas ça, tout simplement. Et à la fin, tu te rends compte que ce pourquoi tu peux vraiment aider, je vais te prendre les plus branleurs de la classe, hein, je n'ai jamais travaillé avec eux, c'est juste que j'en perçois, mais j'en connais tellement dans ce cas-là que je vais prendre des gens que les gens connaissent. Un Neymar, par exemple, il est évident que le mec, il se lève pas comme un Ronaldo tous les matins pour faire de la VMA. Hein. C'est clair. Et pour autant, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. Alors, il serait probablement encore plus fort s'il s'entraînait dur. Peut-être, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Peut-être qu'il se blesserait, peut-être qu'il abandonnerait, peut-être que ça lui plairait plus, qu'il arrêterait tout simplement. Tu vois. Donc, voilà, à la fin, ces gens-là, ce qu'il faut, c'est trouver comment vraiment tu peux les aider, toi, à ton niveau. Et souvent, c'est en dormant mieux et en mangeant mieux. Ok. Mais peut-être que la préparation physique a peut-être été fait en amont sur des méga cycles, comme tu as parlé tout à l'heure. Ouais, ou Quand en intégré. Peut-être que il faut pas tu as intégré. sous-estimer la capacité du foot à t'entraîner, à courir vite, longtemps, pousser fort sur les jambes. Tu vois, tu vois, il y a ce débat avec la force dans les sports d'endurance. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut à tout prix que les marathoniens fassent de la force. C'est une évidence, on passe à côté. Non. Peut-être. Enfin, moi, je constate que les, euh, les recordman mondiaux et les gros performeurs mondiaux en endurance, les Éthiopiens, mecs, ils font pas d'haltéro. Hein. Donc, pour autant, ils continuent à casser tout le monde en mille morceaux. Pour certains profils, oui, pour certains profils, ce sera peut-être un moyen de combler le gap avec la concurrence. Pour certains profils, ce sera peut-être un moyen de moins se blesser, de réduire la contrainte mécanique pour un même résultat. Pour d'autres, ce sera contre-productif. Je pense qu'il faut trouver les ressources individuelles en fonction des appétences des uns et des autres, en fonction de leur temps, en fonction de leur niveau et de leurs vrais besoins, et construire un projet sur mesure systématiquement. Ok, ça marche. J'aimerais maintenant parler un peu du suivi des sportifs en préparation physique, comment on va voir leur évolution, tout ça. Mais j'aimerais que enfin, j'aimerais avoir ta vision un peu sur comment, comment démarrer avec un athlète quand on commence avec lui en préparation physique. Comment on fait pour faire un bilan de ses capacités, de ses qualités physiques? Est-ce que j'ai vu qu'il y avait des tests, on peut faire différents tests. Quelle est ta vision sur les tests et est-ce que tu aurais d'autres outils qu'on pourrait mettre en place pour démarrer avec un athlète? Tu sais, les tests ont beaucoup changé. La notion de test change énormément en ce moment et depuis une dizaine d'années. D'abord, on a des outils qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que typiquement, moi, tu vois, j'ai sorti mon application de test il y a quelques mois, qui s'appelle Sport Science Test, qui permet en réalité augmentée de faire passer tous les tests d'endurance, de puissance ou de mouvement à ton athlète et de capitaliser les données. Donc, évidemment, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Ensuite, on a de la captation de données presque permanente aujourd'hui. Tu vois, on a tous des montres connectées, on
on a tous accès de plus en plus à des machines connectées. Typiquement, tu vois, Kinvent, les outils, les plateformes de force en prépa physique aujourd'hui, c'est de plus en plus répandu. Donc, tu arrives, tu fais tes squats, tu allumes tes plateformes, tu enregistres toutes tes données, tu vois. Et tout ça est poussé vers des logiciels qui sont de plus en plus puissants et de plus en plus capables de te sortir de l'info utile. C'est-à-dire qu'avant, le problème des tests, c'est qu'il fallait non seulement passer du temps à les faire, il fallait passer du temps à analyser. Là, aujourd'hui, non seulement on a des logiciels comme XFIT, par exemple, qui capitalisent la donnée, qui te la présentent d'une manière très claire et qui t'en extrait la substantifique moelle, mais en plus de ça, on va rajouter dans les années qui viennent des couches d'intelligence artificielle qui vont te faire tout le travail de filtrage des données, tout le travail de pré-analyse, qui vont te faire gagner un temps énorme. Donc au final, on va tester en continu nos athlètes. On va avoir des phases de test où on va avoir besoin de vérifier quelque chose ou de prendre une mesure, un étalon or important. Mais finalement, tu vois, des qualités comme la force max, comme l'endurance de force, comme tous les paramètres de force, en fait, on va les enregistrer toute l'année. Toute l'année, on va avoir un max pour X qui va être enregistré séance après séance. Et donc, ce max pour X va nous permettre d'extrapoler un max pour 1. Et ça va être pareil pour la puissance. Comme on va être dans des zones de puissance identifiées, on va capitaliser toutes ces données. Et derrière, ça va nous donner finalement un suivi des performances totales du sportif. Donc, on change complètement de mode de travail. Avant, on était sur 3 jours à 7 jours de test. On faisait ce qu'on appelait une batterie de test. On faisait ça 2-3 fois dans l'année. Ça faisait qu'on perdait 3 semaines dans l'année, qu'on n'avait déjà pas. Aujourd'hui, tu vas avoir une prise en main où on va faire un petit screening rapide, en général du mouvement, peut-être de la masse grasse, peut-être prendre une petite valeur d'endurance, tu vois, peut-être un petit bip test rapide, et rien. Ensuite, on va s'entraîner. Et puis là, on va faire un premier profil force-vitesse, parce que ça y est, on est prêt. Mais ça va rentrer dans une séance. Tu vois. Et ce profil force-vitesse, on le contrôlera 4-5 fois dans l'année. Tu vois. Et puis, tu vas l'enrichir. Tu vas l'adapter en disant, mais attends, j'avais un Pmax à tant de watts, et là, mon Pmax, je vois bien sur la machine qu'il est en train d'augmenter, tu vois, rep après rep. Donc, il faut que je refasse un profil force-vitesse pour avoir mon Pmax du moment. Tu vois. Donc, au final, les tests, ils deviennent dilués comme ça. Et puis, tu as quelqu'un qui est là, qui est on n'a pas fait d'haltéro de l'année, d'un seul coup, on fait de l'haltéro, tu te rends compte qu'il y a une petite bascule de bassin à la réception en squat avant profonde. Tu as envie de savoir si ça vient des ischio-jambiers en raider ou de la faiblesse des érecteurs du rachis. Pareil, tu fais un petit test Sorensen, Charles Sorensen avec un dynamomètre manuel de Kinven, par exemple. Hop, tu fais un ratio de force, agoniste-antagoniste pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau du gainage. Et puis tu fais un test de mobilité avec Sport Science Test sur un squat overhead et puis une élévation active de jambes, par exemple. Et hop, en 10 minutes, tu as chopé les infos qu'il te fallait pour peut-être corriger ce problème-là. Un jour, j'ai eu avec Laurent Delacour, avec qui je travaillais à l'époque à la cellule d'aide à la performance du volleyball, on a une joueuse qui est incapable de faire des passes en cloche vraiment très hautes. Puis on se rend compte qu'en fait, on la sort du terrain, on teste son grand dorsal avec un test simple d'élévation du grand dorsal. On se rend compte qu'en fait, elle a une raideur du grand dorsal énorme. Donc elle, on l'a fait passer par un petit protocole d'automassage et d'étirement du grand dorsal. Hop, c'était réglé son problème en 3 séances. C'est rien du tout. Ça, tu vois, tu as besoin d'une info à un moment donné. Hop, tu vas mettre une petite centrale iso-inertielle Kinvent, le Camove, par exemple, sur le poignet. Tu la mets dos au mur, tu lui fais lever, tu enregistres un angle en degrés, ça te donne ton point de départ. Tu fais tes 3 jours d'entraînement, tu refais le test. Elle a progressé ou elle n'a pas progressé. C'est bête et méchant. Ok. Mais c'est vrai, du coup, comme tu dis, les tests, c'est vachement dilué parce que, encore une fois, moi, dans la formation que j'ai eue, les tests, c'était, on fait les tests en pré-saison en général et on les refait une autre fois dans l'année ou en fin d'année et on voit après les évolutions. Mais du coup, là, l'avantage, ça permet de suivre une évolution constante et tu as un peu anticipé ma deuxième question, c'était comment suivre une Alors, je évolution. voudrais juste rebondir là-dessus avant de te laisser me poser la question suivante, excuse-moi, mais Ouais.
Bon, d'abord, les formations initiales, elles mettent beaucoup de temps à se mettre à jour. On le sait, surtout les formations universitaires. Ouais. Souvent, les profs se forment pas. Donc, c'est la différence entre les bons profs et les mauvais. C'est ceux qui font de la recherche et de la veille, et puis ceux qui restent sur leurs acquis. Puis, du coup, ça fait 20 ans qu'ils racontent la même chose. Puis, il y a 20 ans, c'était peut-être bien. Et puis, maintenant, c'est plus pertinent, quoi. Donc, faut trier ça. Après, ça existe encore, hein, ça. D'abord parce que c'est une culture des sports co, qui elle aussi met du temps à évoluer. Et ensuite parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont obligés de gérer un collectif. Et moi, je raisonne beaucoup par des individus. Tu vois, je travaille beaucoup dans l'individualisation, moi. Donc, la plupart des coachs, en sport co, quand ils ont non pas 5, mais 20 personnes à faire passer, évidemment, à un moment donné, faut organiser encore des batteries de tests à certains moments. Et en termes de cohésion de groupe, malgré tout, faire un test, un grand moment de test où on rassemble tout le monde et on regarde qui a la plus grosse, c'est aussi un moment un peu, tu vois, de team building. Ça lance la saison. Je comprends que pour d'autres raisons, on maintienne ce genre de choses. Par contre, il est évident qu'ils le font plus de manière récurrente dans l'année après. Donc, qu'on le veuille ou non, après, ils vont basculer dans une approche individualisée du suivi s'ils font un suivi. Ouais. Mmh. En plus, les tests, c'est en général, ça dépend. Bah, si, je pense, ça, ouais, ça dépend peut-être des tests, mais c'est vachement éprouvant quand on fait un test. Justement, on teste notre max. Du coup, ça a quand même un impact, quoi. Il y a de la fatigue Ah, après ouais, ouais. Puis c'est pas très représentatif, puisqu'en début d'année, ils sortent de la coupure. Enfin, 2 semaines après, ils sont déjà plus là, quoi. Ouais, il faut Donc, avoir un regard critique. ouais, c'est ça. Ça me donne un vague point de départ, je trouve. Moi, je fais pas beaucoup de tests en démarrage, hein. Je fais les tests qui me permettent de répondre à une question simple. De quoi est capable l'athlète que j'ai entre les mains? C'est la seule chose dont j'ai besoin pour commencer. Tu vois, Mmh. parce que, en fait, si je lui fais faire des squats et qu'il n'est pas capable de se mettre accroupi, en fait, il me manquait une info pour planifier, tu vois. Donc, c'est pour ça que je fais des tests quand même initiaux, beaucoup basés sur le mouvement, sur la posture, sur le contexte de départ, tu vois, plus que des valeurs absolues de force max ou de VO2 max qui ont une importance relative. OK. Et du coup, après, pour suivre l'évolution de l'athlète, bon, du coup, tu as dit qu'il y avait beaucoup de recueil de données, tout ça. Euh, c'est beaucoup en lien avec les nouvelles technologies où on a des machines maintenant qui recueillent les données, on a tous les avantages des machines, mais tous les préparateurs physiques n'ont pas forcément les moyens d'avoir ce genre de machine. Est-ce qu'il y aurait d'autres manières de suivre l'évolution d'un athlète? Oui, il y a les bonnes vieilles manières, hein. Tu prends ton calepin, tu notes ton max pour X à chaque. Moi, je travaille beaucoup en max pour X, tu vois, en poids et haltère. Donc, j'aime pas dire on va travailler à 85% de ton RM. Je préfère dire, moi, j'ai prévu faire 7 reps et 7 RM. Donc, en fait, c'est le max pour 7, pas pour 8, pas pour 6. Et si tu n'es pas sur ton max pour 7, soit tu charges, soit tu décharges. Et du coup, en soi, c'est une mesure, quoi. Tu vois, en soi, ça te donne un max pour tes 7 reps. Et sur Après, la forme du jour. et sur la forme Ah, du jour. Après, tu ouais. peux te reporter à un tableau d'équivalence pour savoir ce qui, théoriquement, est ton max pour 5 à ce moment-là, éventuellement ton max pour 1 avec une marge d'erreur qu'on connaît. Euh, Ceci étant, je suis pas d'accord parce que je trouve qu'aujourd'hui, les choses sont vraiment démocratisées en termes d'outils et que il faut que les coachs apprennent à se professionnaliser et à investir sur eux-mêmes par la formation et par le matériel. Je prends toujours l'exemple du Uber. On a tous pris un Uber. Bon, le mec, il a acheté une bagnole à un moment donné. C'est pas cher une voiture. À un moment donné, il a investi dans son auto-entreprise pour pouvoir travailler. Je ne sais pas à quel moment les coachs sportifs se sont dit je vais me mettre en indépendant ou travailler pour des athlètes de haut niveau et je vais venir avec un TRX de chez Decathlon et un powerband, quoi. Tu vois, c'est investir 5, 10, 15 000 euros dans de l'achat de matériel et des outils pour faire la différence et pour valoriser un service, et donc le facturer plus, c'est une logique d'entrepreneuriat en fait. Et pour moi, tant qu'ils ne passent pas dans des logiques d'entrepreneurs, les coachs, c'est juste des meupettes, quoi. Tu vois.
il faut dire les choses. Et le nombre de fois où j'arrive en conférence et où je présente un GymAware qui vaut 2500 balles, je sais pas combien, ou un Tendo qui vaut 700 ou 800 balles, qui sont des outils mais indispensables en fait. Aujourd'hui, tu fais pas de prépa physique sans un outil comme ça. Et que je vois les coachs souffler, je me dis, bon, bah écoute, si tu n'es pas capable d'investir 3000 balles dans un outil que tu vas utiliser tous les jours, tout le temps, toute ta vie pour valoriser ton service auprès de tes athlètes, fidéliser tes clients et monitorer leurs résultats, bah, tu n'y arriveras pas. Tu peux lire tous les papiers scientifiques que tu veux, tu n'y arriveras pas. Parce qu'en plus, les autres vont le faire. Aujourd'hui, un kit Kinven de mesure en haute performance, ça vaut 5000 balles. 5000 balles, après, tu as un abonnement de 500 balles par an. Encore une fois, si tu n'es pas capable de rentabiliser ça dans ta vie professionnelle, il faut changer de métier. Soit tu n'es pas fait pour ça, soit il n'y a pas de métier, soit il n'y a pas de marché. Tu t'es trompé de marché. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Voilà, on fait pas ça pour gagner 3 queues de cerise. Donc, si tu n'es pas capable de passer en note de frais 5000 pauvres balles de matos, voilà. Bah, c'est encore une fois, c'est le mec qui a acheté une bagnole Uber, qui n'a pas de clients, quoi. Bon, ouais, tu achètes une voiture pour rien parce qu'en fait, il n'y a pas de marché. En fait. Les gens, ils préfèrent prendre le métro. Ah, tu aurais dû te renseigner avant. Mais encore une fois, si tu n'es pas capable de rentabiliser ta bagnole, ça valait pas le coup de le faire. C'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour ça. Lesquelles machines, nouvelles technologies, tout ça, tu conseillerais du coup on a cité quelques-unes, est-ce qu'il y en a d'autres, des indispensables pour toi, pour la prépa Ouais, bah physique? après, il y a plusieurs paliers. C'est-à-dire que tu as le mec qui est un peu mobile, ambulatoire, qui a besoin de quoi? Il a besoin d'un capteur de VBT, hein, un truc qui lui permette d'entraîner la vitesse. Bon, je prends le GymAware, c'est la Rolls. Pas obligé non plus de dépenser comme un fou. On peut acheter des choses plus modestes et qui sont très bien. Tu vois, le Vitruve, typiquement, ça vaut, je sais pas, 400 balles, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai sans abonnement, j'ai juste le petit écran, ça me va très bien. Et c'est très précis pour entraîner en VBT, c'est parfait. Maintenant, moi, j'ai un studio de coaching où j'ai des gens aussi qui viennent s'entraîner en sport santé ou en fitness. Bah voilà, j'ai un parc de machines e-gym. Évidemment, c'est beaucoup plus cher, ça vaut entre 7 et 15 000 balles la machine. Mais c'est pareil, c'est un leasing, c'est un business plan, on fait un truc pour gagner de l'argent, donc il faut en investir un peu. Mais tous les coachs n'ont pas besoin d'investir autant dans des choses. J'utilise moi évidemment Kinven, j'ai donc les plateformes de force. Les plateformes de force, ça va à peu près 5 000 euros. Il vous faut un dynamomètre de tirage et de saisie, je pense, c'est indispensable. Bon, c'est encore 1 100 euros. À un moment donné, quand un kiné il s'établit, bah, il a besoin de mettre quelques mois de loyer le temps de se faire sa clientèle. Il a besoin d'acheter un petit peu de matériel. En général, il achète du petit matériel d'équilibre de massage, une presse à cuisse, en général, il lui faut ça. Il achète un petit peu de poids et haltères. Il achète effectivement une suite Kinvent. Il achète un petit logiciel pour suivre ses patients. Bon, le ticket d'entrée pour être kiné, c'est 40 000 balles. Ah, il émet, quoi. Il investit. Et pour autant, le kiné, il gagne pas ce que gagne un coach sportif qui fait du personal training ou qui est rempli en haut niveau. Hein. Une fois qu'il a payé ses charges, c'est 10 balles la séance qui lui reste. Donc, quand un coach sportif qui facture 100 euros la séance, ou même 70, ou même 50, en fonction des zones en France, moi je suis parisien, donc j'ai des réflexes un peu élevés, me dit je ne veux pas investir dans un dynamomètre ou dans une balance à impédance-métrie, je dis bah, ouais, bah, vas-y, continue avec ton ballon Décathlon, puis on verra où tu vas. Quoi. Même pour toi, c'est dommage dans ton épanouissement personnel. Moi, à ton âge, j'avais déjà acheté un logiciel Cardisport. Ça valait une fortune à l'époque. On se l'était partagé avec les collègues. Je m'étais acheté un myotest, 2500 euros. Je travaillais pour. Hein. Mes parents, ils m'ont pas payé mon myotest. Hein. Mais c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre à maîtriser les profils force-vitesse à l'époque, à maîtriser les paramètres de puissance, à créer de la valeur ajoutée sur le marché. C'est-à-dire que moi, je l'avais, les autres ne l'avaient pas. C'est aussi ça, hein, on est dans un univers concurrentiel. Si on n'est pas capable d'investir un peu sur soi-même, ben, on ne fait pas de différence, tout simplement.
Il y a des inconvénients sur les nouvelles technologies. Il y a pas mal d'avantages que tu viens de citer. Est-ce que tu vois des inconvénients, mis à part le prix peut-être pour certains, mais comme tu as dit, c'est un investissement? Euh, je vois des inconvénients et on finira là-dessus. C'est que c'est pas vraiment des inconvénients, c'est qu'il faut pas s'enfermer dans une méthodologie par la mesure. C'est-à-dire que tout ça ne sont que des couches qui viennent rajouter du mieux. C'est pas quelque chose qui remplace un savoir-faire, qui remplace méthodologie ou qui devient un carcan. C'est véritablement des choses qui viennent se mettre en plus et qui me permettent à un moment donné d'enrichir mon approche. Donc, c'est pas une fin en soi. S'il n'y a pas de matos connecté, on sait quoi faire, quoi qu'il arrive. La valeur de base, ça reste le mouvement. Si je mesure sur mes super plateformes de force avec mon super capteur de puissance un pauvre mouvement d'haltéro tout merdique qui a été mal instruit, on prend le problème par le mauvais bout de la raison. Tu vois. La techno vient en tout bout de formation. À la fin de la fin, on rajoute la couche de techno. Mais au cœur, il y a l'expertise du coach. Ok. Bah ça conclut un peu la partie nouvelle technologie et même le podcast. Eh ben, écoute, je te remercie. J'espère que vous m'aurez bien entendu au cours de ce podcast. Investissez sur vous par de la formation. Les meilleurs coachs sont ceux qui se forment, qui n'arrêtent jamais de se former. Investissez sur votre business en cherchant à créer de la différence, encore une fois par de la formation, mais aussi par des techniques. Et dans les techniques, il y a les nouvelles technologies, mais c'est une partie des techniques. Il faut être capable aujourd'hui de se former, évidemment au kettlebell, évidemment si on n'y a pas été formé à l'haltéro, évidemment à la mass trainer, si on a envie de prendre un temps d'avance sur les autres. Et derrière, ne pas hésiter à maintenir de l'investissement financier et temporel sur ces choses-là qui vont créer de la différence par rapport aux autres. Et ça commence dès la formation initiale. C'est vrai, je te rejoins là-dessus. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tes partages d'expériences, de connaissances. C'était hyper intéressant. Et ben, c'est un grand plaisir. Ouais, je mettrai tes liens en description pour que les personnes puissent aller jeter un coup d'œil Voilà, à ce que tu ouais, proposes. n'hésitez pas à aller jeter un œil. Effectivement, je suis facile à trouver hein, sur Instagram. Je suis très actif, Aurélien Broussal. Sur TikTok, coach ABD. Sur LinkedIn aussi, je suis très actif, Aurélien Broussal d'Herval. C'est facile à trouver. Puis j'ai un site web, broussal-derval.com. Et dessus, vous trouverez il y a plus de 200 ou 300 articles gratuits, des dizaines de podcasts en vidéo, des ressources de programmes à acheter si vous avez envie de dépenser un petit peu pour récupérer des programmes ou simplement apprendre et vous former. J'ai aussi un programme de formation, évidemment, digital et présentiel pour les coachs comme pour les kinés. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Il faut continuer de se former. Ça À marche. bientôt tout le monde. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation ou un commentaire au podcast. Vous pouvez retrouver Aurélien sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.